Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Virage, le podcast d'Hello Masters dédié au tournant de la seconde partie de carrière. Alors, ici, on explore ces moments où les trajectoires bifurquent, où l'expérience devient un levier d'impact et où les rôles se réinventent. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui tiennent les collectifs, les managers, les leaders, les chefs d'équipe, les cadres expérimentés. On leur demande d'être stratèges, empathiques, efficaces, disponibles, innovants, mais prudents, à l'écoute, mais solides. On leur demande tout. Mais qui prend soin d'eux? Et surtout, comment tiennent-ils encore debout? Notre invité du jour connaît bien cette tension, il l'a vécue, il l'observe, il en a fait le cœur de son projet d'accompagnement au sein d'Idoco. Bienvenue à Arnaud Giberton, CEO et cofondateur d'Idoco. Merci Blandine, bonjour, merci pour cette belle introduction. Enfin, je suis très très heureux d'être présent sur Virage. Je vois que c'est le 7e épisode de Virage. Oui, Donc, septième très heureux. épisode, un chiffre qui porte chance. Alors, donc Je l'espère. aujourd'hui, on va te poser un certain nombre de questions. Justement, on va parler d'usure managériale, d'injonction paradoxale, de perte de sens, mais aussi de ressources, de solutions, de réinvention. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long de l'interview et on les traitera à la fin. Alors Arnaud, aujourd'hui tu accompagnes beaucoup de managers, de dirigeants expérimentés. Qu'est-ce qui les pousse à venir frapper à la porte d'Idoco? Bonne question. Plein de sujets, plein de situations. Pour me situer en quelques mots, Idoco, donc c'est un cabinet de conseil, de coaching, de formation. On intervient dans tous les secteurs d'activité. On intervient notamment sur les situations sociales dites sensibles ou dites complexes. Aujourd'hui, on a beaucoup. Et donc, quand un manager ou un dirigeant vient frapper à la porte d'Idoco, c'est qu'à un moment, il y a une tension sociale, une difficulté qui fait qu'il y a besoin de se poser sur la manière dont on accompagne les personnes, dont on manage surtout, et la manière dont on accompagne les managers. Et ces tensions, aujourd'hui, elles prennent des formes extrêmement diverses. Alors, on pense aujourd'hui à la multiplication, en tout cas des allégations de harcèlement, des situations individuelles, des conflits au travail, mais on voit aussi des situations de désengagement, de perte de repères. Euh, voilà, dans des environnements qui sont soit en tension économique, soit en pleine transformation. Et régulièrement, on observe dans ces environnements des managers qui sont parfois en difficulté un peu ou en tiraillement avec des équipes qui ont des attentes très fortes, avec des entreprises qui sont en pleine transformation et donc du coup qui ont aussi des attentes envers les managers. Les managers sont un peu entre pris en tenaille entre les attentes de leurs équipes et les attentes de la direction. C'est pas toujours simple. Et on essaye de mettre en place de notre côté des solutions d'accompagnement qui sont extrêmement diverses, mais qui vont combiner de la formation, bien sûr, du coaching, et puis différents espaces, on va dire, de parole ou de travail sur des plans d'action pour essayer d'ajuster la culture managériale aux enjeux actuels. Merci. Donc, on parle d'injonction paradoxale, on en parlera un petit peu plus tard. Moi, il y a une question que je voulais te poser. On a parlé beaucoup de grandes démissions, de quiet quitting côté salarié. Est-ce que les managers sont aussi victimes de ce phénomène? Est-ce qu'on assiste à une forme d'usure silencieuse? On voit qu'il y a quand même une souffrance qui est un peu tue. Clairement, mais je pense que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent en faire l'observation dans leurs entreprises. Aujourd'hui, euh, de moins en moins de jeunes ont envie d'être managers. Pendant longtemps, le fait de devenir manager, d'encadrer des personnes, c'est quand même un peu la voie royale pour accéder à des postes à responsabilité. Et aujourd'hui, je pense qu'on se replie, enfin, on observe d'un point de vue sociologique, les chiffres le traduisent, les personnes cherchent surtout à avoir un bon job à l'instant T, donc il y a une relation très transactionnelle. Les gens ont moins tendance à se projeter dans la durée. Et malheureusement, le job de manager, le rôle de manager est plutôt souvent vu comme une source potentielle de difficultés et d'ennuis que comme une voie de progression professionnelle. Donc il y a un peu de défiance par rapport à ce rôle de manager qui, je pense, attire moins qu'il y a quelques années, et cette tendance, elle se confirme. On voit aussi des managers qui sont épuisés. L'épuisement, la souffrance des managers, c'est une réalité. Euh, c'est une réalité importante. Nous, on observe quotidiennement. Je pense que le job de manager dans beaucoup d'environnements devient de plus en plus compliqué pour plein de facteurs, pour plein de raisons. Et malheureusement, il n'y a pas de recette simple. Pour dire de manière nette, il n'y a pas de recette, il y a pas de recette simple. On espérait une solution Non, miracle. sinon, Euh, ce n'est pas de solution. est-ce que tu penses que justement, il y a une souffrance liée à un décalage entre ce qu'ils incarnent, une forme de réussite, et ce qu'on attend d'eux, et ce qu'ils ressentent au quotidien? Est-ce que finalement, ils s'y retrouvent?
dans ce poste ou est-ce qu'il y a vraiment un énorme décalage par rapport aux attendus? Bah, en fait, je pense que euh, depuis je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais clairement, depuis le Covid, les attentes des salariés envers l'entreprise, en général, sont en train d'évoluer de manière assez forte. Et notamment auprès des jeunes générations qui rentrent sur le monde du travail. Et donc, il y a des attentes de bien-être, de sécurité psychologique, de sens au travail, euh, qui sont extrêmement fortes aujourd'hui. Et donc, pour les managers, c'est extrêmement exigeant parce qu'on attend des managers qui soient à l'écoute, qui puissent faire évoluer la culture vers une culture de respect, de sécurité psychologique, d'attention à l'autre. Voilà, il y a une sensibilité sociale qui est quand même très forte. Et de l'autre côté, on est quand même dans une situation de tension économique. Alors, elle est un peu tue, cette situation, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont soit en difficulté, soit qui sont obligées de mener des plans de transformation très forts. Et moi, je pense que le management, comment dire, il s'inscrit à un moment de notre histoire. Voilà, être manager aujourd'hui ou être manager il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. Et être manager certainement dans 10 ans, avec l'IA, avec d'autres choses, ça sera encore différent. Donc, le job évolue au fil du temps, c'est normal, même si certaines compétences restent les mêmes. Et en tout cas, ce qu'on observe, et ce que moi j'observe en étant sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un grand écart entre les attentes des salariés, qui sont quand même des attentes de sécurité au travail, de bien-être, de souplesse, d'agilité, et les attentes de la direction, qui sont des attentes de transformation rapide, de performance et de rentabilité dans une situation économique compliquée. Donc entre les deux, forcément, il y a de la tension. Et cette tension, c'est des managers qui sont en première ligne pour assumer ces injonctions qui sont parfois vécues comme justement un peu paradoxales. Ouais, effectivement, quand on demande au manager, on lui dit donne du sens, motive, accompagne, performe, innove, reste calme. C'est pas mal d'injonctions qui sont faites aux managers et qui parfois peuvent devenir intenables, surtout qu'en France, être manager, c'est une promotion alors que c'est avant tout quand même une compétence. Donc, comment on gère ces injonctions et ces responsabilités en fait qu'on a en tant que manager? J'ai envie de dire, on gère comme on peut. La question, c'est est-ce que l'entreprise, est-ce que les directions sont en soutien des managers? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les directions, à la fois direction générale, les directions des ressources humaines, soient en soutien, en proximité de leurs managers, pour justement les aider à tenir leur rôle. C'est vrai que quand on voit la liste des compétences imposées aux managers, parfois, je sais pas comment dire, on attend des hommes et des femmes orchestres, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être dans l'accompagnement, mais aussi être dans la vision, il faut à la fois savoir être innovant, savoir garder son cap. Enfin, il y a tellement de choses qu'il faut savoir faire dans des situations de complexité forte. Le problème de tous les modèles managériaux, c'est que parfois on a tendance à dessiner une forme d'idéal qui n'existe pas. Voilà. Et il faut se dire, un manager ne peut pas être un psychologue, tous les managers ne sont pas des visionnaires, tous les managers n'ont pas vocation à être des grands innovateurs, ni des, voilà, tous les managers n'ont pas vocation à être présents sur l'ensemble des rôles que beaucoup de modèles managériaux mettent en avant. Euh, je pense que la première des choses, c'est de prendre en compte, cette réalité-là. Et l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est surtout un enjeu d'accompagnement des managers. Alors l'accompagnement, il peut prendre des formes différentes, mais en tout cas, il y a un enjeu de dialogue entre la direction et les managers. Il y a un enjeu aussi de prise en compte de la réalité sociale des entreprises. C'est-à-dire que dans certains contextes, il y a certaines transformations qui sont longues, qui prennent du temps, qui demandent de l'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, les managers sont un rôle de médiation important entre les salariés et la direction de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et les solutions, je suis pas sûr que les solutions viennent tout le temps de la formation ou du coaching. La formation, le coaching, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, on en fait, c'est utile, mais il n'y a pas de recette miracle en termes de formation. Moi, je crois beaucoup plus au fait que des managers puissent échanger ensemble, créer des espaces communs de conversation, d'échange pour trouver des solutions adaptées aux entreprises. Et pour moi, la grande question du management, comment dire, c'est la question du cadre. C'est-à-dire, et le cadre, c'est l'équilibre entre exigence et bienveillance. Et c'est la grande question du management actuel, c'est comment assumer un certain niveau d'exigence. Et aujourd'hui, il y a besoin d'assumer une exigence et d'être transparent sur l'exigence que nous impose le monde économique dans lequel on est, et que nous impose les transformations auxquelles on fait face. Et en même temps, l'exigence ne doit pas aller sans une forme de bienveillance qui est une écoute des collaborateurs ou l'attention, on va dire, à la sécurité, au bien-être psychologique des personnes. Cet équilibre-là, c'est un équilibre qui est précaire, qui demande d'être pensé et qui ne peut être pensé que collectivement par des échanges entre managers et qui ne peut pas être imposé de manière descendante ou de manière académique.
Effectivement, et là tu touches du doigt, je trouve, des éléments assez intéressants parce que tu fais la différence entre collaborateur et manager, mais le manager est un collaborateur aussi. Donc l'organisation a bien compris qu'il fallait veiller à la reconnaissance du travail des équipes. Est-ce que tu penses que les organisations aujourd'hui ont le même égard vis-à-vis des managers et les considèrent aussi comme des collaborateurs dont il faut prendre soin? Ou est-ce que tu trouves que là, justement, on a un défaut d'intention? Pas nécessairement. Je pense que euh, la plateforme HelloMaster s'adresse à des dirigeants, à des cadres supérieurs. Et je pense que parmi les auditeurs, il y en a un certain nombre qui ont vécu le moment où la direction leur fait sentir qu'à partir d'un certain niveau de salaire, on se plaint plus trop. Alors, et je pense que voilà, c'est un peu le revers d'accéder à un poste à responsabilité, c'est-à-dire que moi j'observe des gens qui voilà qui capitalisent sur leur trajectoire professionnelle jusqu'à accéder à un poste à responsabilité. Souvent ça va avec une rémunération plutôt agréable, ce qui est pas mal. Mais on se retrouve aussi parfois, on voit des gens qui se retrouvent à un moment où leur direction leur fait comprendre que bon, au niveau de rémunération où ils sont, euh, voilà, on n'est plus à un endroit où on peut se plaindre et il faut se débrouiller. Je le dis très simplement et de manière peut-être un peu brutale, mais voilà, même s'il y a des formes qui sont mises à ça, c'est malheureusement parfois ce qu'on observe dans des entreprises en tension. Et c'est pour ça qu'on observe aussi beaucoup de managers qui parfois sont épuisés, voilà, et qui arrivent notamment, alors on parle des managers seniors, mais moi j'observe beaucoup de managers qui au tournant de la cinquantaine, on va dire, ont vécu parfois 10 ans de management dans un environnement compliqué, à entraîner des équipes, à faire face à des injonctions paradoxales, à entrer des équipes dans des plans de transformation successifs, à être tout le temps souriant, positif, et qui arrivent avec une vraie forme d'épuisement. L'épuisement, c'est pas forcément un burn-out. On pense parfois au burn-out comme un truc où d'un côté, le matin, on n'arrive plus à se lever du lit, à sortir du lit, et ça, c'est un vrai burn-out. Mais il y a des formes d'épuisement qui sont plus sous-jacentes, qui sont une forme de découragement, de plus envie d'être manager. Et c'est aussi des moments où on voit des reconversions professionnelles importantes, avec beaucoup de gens qui se mettent en indépendant, qui se mettent à leur compte en se disant, moi, le management, j'ai fait ça pendant 10 15 ans, c'est plus pour moi, je préfère être indépendant. Et c'est à la fois tout à fait respectable et compréhensible, et en même temps, sur le marché de l'emploi, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, on a besoin de managers expérimentés. Et quand on parle des cadres seniors, un des points importants, c'est qu'on a besoin de cadres seniors pour prendre des positions de management. Je fais partie des gens qui considèrent que le management, ça s'apprend par expérience. Et c'est l'expérience qui permet d'être un bon manager. Alors, on peut être formé, on peut être coaché, on peut lire, on peut faire plein de choses, et c'est hyper utile. Mais être un manager qui entraîne des équipes, c'est aussi parce qu'on a de l'expérience et qu'on a le cuir un peu plus épais, qu'on a vécu des projets qui ont marché, qui n'ont pas marché, qu'on a fait face à des situations compliquées, qu'on a pu se remettre en question plusieurs fois. C'est tout ça qui fait qu'on devient un bon manager. Et malheureusement, on a un problème sur le monde du travail aujourd'hui, et en France, je trouve, c'est que on a un certain nombre de managers qui, autour de la cinquantaine, pourraient continuer à être d'excellents managers dans la durée, et qui sortent épuisés de leur job, se mettent en indépendant, partent sur des reconversions, veulent plus toucher au management, alors justement que c'est des moments où ils pourraient déployer et apporter énormément à leurs organisations. Voilà, petit point de vue très personnel, mais qui amène du débat. Hein. Et pardon, tout ce que je dis, c'est vraiment un point de vue totalement subjectif, personnel, et je Mais ne pense pas du tout détenir la vérité. n'est ton Ah oui, observation, donc prenons mon observation, mais du coup, voilà, et, c'est vraiment et nous un sommes point de vue très parfaitement alignés personnel. avec toi. Nous sommes parfaitement alignés avec toi sur effectivement l'expérience a une place tactique dans l'entreprise et le rôle du manager est un rôle stratégique. Et imaginer une organisation sans manager, ça peut être complexe, surtout quand on est chahuté comme on l'est en ce moment. D'ailleurs, donc tu parlais beaucoup de cadres expérimentés en posture de manager. Est-ce que pour toi, il y a une fracture générationnelle dans la manière de manager ou d'être managé? Aujourd'hui, on observe, on entend beaucoup parler de la défiance entre générations. Est-ce que tu penses qu'elle existe vraiment ou est-ce qu'elle a toujours existé finalement? Euh, non, non, clairement, il y a un gap générationnel, on observe, on entend parler. J'ai parfois le sentiment comment dire, qu'on a tendance à surestimer un peu ce sujet. Moi, j'observe aussi dans les études et sur le terrain qu'il y a plein de jeunes qui apprécient être managés par quelqu'un qui a de l'expérience et qui a de la bouteille. Euh, et l'intergénérationnel est aussi hyper riche
hyper apprenant. Donc effectivement, ça demande parfois un peu plus de travail, ça demande un peu plus d'écoute, un peu plus de remise en question, mais c'est une richesse. Non, c'est une richesse, intergénérationnelle est clairement une richesse. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de manager? Je sais pas. Je pense que on entend beaucoup ça, de nouvelles manières de manager. Mais pour moi, un bon manager, la capacité d'un manager, c'est quand même des choses qui sont assez durables et assez pérennes. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui pose ses attentes d'une manière claire, qui connaît bien son métier, qui est capable d'être vraiment à l'écoute, qui est capable de comprendre les besoins de ses collaborateurs, qui est capable de se remettre en question, qui est capable d'écouter les points de vue différents, qui est capable de fixer des priorités claires. Et tout ça, c'est des compétences qui prennent des formes différentes, mais je pense que c'est des compétences qui sont tout aussi utiles aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. L'habillage est un peu différent, la manière de parler du management est un peu différente, mais les compétences de fond, qui sont des compétences relationnelles et professionnelles, je ne pense pas qu'elles évoluent tant que ça. Le style peut évoluer, les attentes évoluent, mais les compétences socles du management, je pense que, et d'ailleurs on le voit, parce que il y a des très bons managers dans un certain secteur d'activité et ils changent de secteur, c'est d'aussi bons managers. Pourquoi? Parce que à la base, cette posture d'écoute, de compréhension de l'autre, de calme personnel, donc voilà, c'est des qualités qui peuvent se déployer dans des environnements très différents. Effectivement, on a besoin de les garder, on a besoin de les garder mobilisés, mais c'est un sujet que tu évoquais précédemment. Comment on fait en tant que manager pour retrouver un peu de marge de manœuvre quand on se sent au bord de la saturation et où on se dit, bon, bah, là, je raccroche, j'en ai marre d'avoir cette posture au sein de l'entreprise. Comment on retrouve une nouvelle dynamique tout en restant dans la même organisation, par exemple? Ça, c'est un vrai défi. Comment on se renouvelle en tant que manager aussi face bah, à toutes les responsabilités auxquelles on fait face et face à sa recherche aussi d'impact, parce que comme tout collaborateur, un manager aussi va rechercher de l'impact, de l'alignement. Comment on fait pour se réinventer? Vaste question, je ne sais pas si je peux y répondre en 3 minutes. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que je pense que la difficulté et l'enjeu pour beaucoup de managers qui ont des postes à responsabilité dans les entreprises, c'est de s'occuper d'eux. Parce que quand on est manager, on s'occupe des autres. Voilà, on s'occupe de son équipe, on s'occupe de ses collègues, de ses pairs, de la direction. Donc on passe nos journées à se préoccuper de plein de sujets différents et on a tendance à s'oublier. Et le risque, c'est d'adopter un peu des réflexes de conformité, c'est-à-dire on fait des choses sans forcément avoir tout le temps de recul, sans questionner forcément ces pratiques, les directions qui nous sont données, sans questionner non plus le sens qu'on trouve ou pas au travail, l'équilibre personnel qu'on n'arrive ou pas à trouver. Et à partir du moment où on commence à s'oublier, c'est là où il y a un risque d'épuisement qui se crée dans la durée, que cet épuisement soit physique ou psychologique. Donc, la première qualité, je pense, quand on accède à un poste à responsabilité en tant que manager, et c'est ce que nous on fait dans les coachings, quand on accompagne les managers, c'est la première question, c'est d'apprendre aux gens à prendre soin d'eux. Prendre soin de soi, pour être clair, c'est pas que faire du yoga. On peut faire du yoga, on peut faire des choses comme ça, mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre le temps de se poser des questions de fond sur ses valeurs, ses objectifs professionnels, ses limites. Euh, voilà, des moments qu'on préserve pour sa vie personnelle, pour sa vie de famille, pour soi. Euh, c'est être en mesure d'identifier les besoins qu'on a pour tenir son job. C'est aussi, du coup, être en mesure de mettre en place des stratégies quand même de négociation avec sa direction, avec ses pairs, avec ses collègues pour bâtir un job et bâtir ses marges de manœuvre. Euh, voilà, donc c'est quand même, je pense que la clé, c'est quand même d'avoir des espaces de réflexion sur soi, permettant justement de rester stratégique en pensant à soi, sans se surestimer, ni se sous-estimer. Euh, le coaching, pardon, est là-dessus hyper important. C'est-à-dire que souvent, la solution d'un coaching individuel peut être hyper important et efficace à cet endroit-là. Mais euh, voilà, je suis pas sûr que ça passe tout le temps que par du coaching. C'est aussi des réflexes à prendre et un certain rapport au travail à poser. C'est intéressant de se dire que quand bien même on sera manager depuis 10, 15 ans, on va être amené à adresser de nouveaux cycles et dans ces cycles, on peut être amené aussi à changer un peu de jeu managérial et d'avoir une nouvelle palette, une nouvelle manière d'adresser son poste au quotidien. Et donc le coaching peut aider, mais aussi des espaces de collaboration avec ses pairs où on peut aussi engager de nouvelles pratiques managériales. C'est assez intéressant. Est-ce que
tu observes que dans ces nouveaux cycles, dans cette de recherche d'une empreinte qui a un impact dans l'entreprise, beaucoup de managers finalement décident de se réaligner en se reconvertissant. Est-ce que c'est ça, on va dire, l'archétype du trop-plein? Je me réaligne, mais finalement, je me reconvertis complètement. T'en parlais au début en disant beaucoup se lancent à leur compte et quittent l'écosystème corporate. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes vraiment souvent? Bah, c'est une réalité très forte du monde du travail et je pense que c'est une réalité qui est parfois un peu tue. Enfin, on a conscience tous je pense, on a tous des collègues, amis qui se reconvertissent et souvent des reconversions. C'est souvent enfin, parfois, c'est des reconversions vers des environnements professionnels très différents avec une forme de rejet. Et on voit parfois des gens qui ont été voyez, identifiés comme des hauts potentiels, qui ont porté des projets qui sont énormément donnés à leur entreprise et qui en sortent un peu épuisés et vont se convertir dans quelque chose de complètement différent. Alors, moi, j'ai pas de jugement de valeur et je trouve même que c'est très bien. Et je trouve que c'est très chouette de se dire que professionnellement, dans une vie, on peut à la fois occuper un poste corporate dans une grande entreprise à responsabilité et ensuite, je sais pas, devenir fleuriste ou faire quelque chose de complètement différent ou ouvrir un Airbnb, un bed and breakfast, ce que vous voulez. Je trouve ça très cool. Et du coup, j'ai aucun jugement et c'est positif d'envisager un monde du travail où on peut accéder à des rôles différents. Euh, mais on se coupe aussi d'une forme d'expérience et parfois j'ai tendance à dire que euh, des reconversions, en tout cas ce qui est sûr, c'est des reconversions qui reposent sur un rejet de son expérience professionnelle passée. C'est pas les reconversions les plus simples. Voilà, parce que c'est parfois des reconversions un peu en négatif. Et on voit parfois beaucoup, moi j'entends beaucoup de managers dire je ne veux plus revivre ça. Euh, et passer 45 ans quand on devient senior, il y a plein de gens qui disent voilà, j'ai accepté plein de choses dans la trentaine, j'ai accepté plein de choses quand j'ai pris des postes de manager au début, mais je ne veux plus accepter ça. Et du coup, c'est des reconversions qui sont un peu sur des phénomènes de rejet. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de se reconvertir, et surtout, à nouveau, c'est dommage parce que on se coupe d'une force de travail qui est intéressante, là où parfois se réaligner, c'est peut-être aller vers une entreprise qui est plus alignée en termes de valeur, mais euh, ça existe. Il y a plein d'entreprises avec des projets différents et je pense que les cadres seniors peuvent être hyper utiles, que ce soit dans des projets entrepreneuriaux, dans des jeunes entreprises, dans des PME. Je sais que la question des PME, on c'est quelque chose qui tient à cœur, mais il y a beaucoup de managers qui ont des expériences dans des grands groupes qui, je pense, pourraient beaucoup apporter dans le tissu de nos PME. Donc, ce que je veux dire, c'est que le monde de l'entreprise peut amener vraiment des perspectives très intéressantes. Il peut y avoir des reconversions en restant dans son métier, mais en allant peut-être dans des entreprises différentes ou de nature différente. Je m'explique, un directeur financier dans un grand groupe peut tout à fait se reconvertir, aller vers une PME, peut-être perdre un peu en rémunération au passage, mais en même temps trouver beaucoup plus de plaisir en étant dans un projet entrepreneurial et peut-être s'y retrouver en termes de rémunération un peu après, et en tout cas retrouver du plaisir et du sens et l'amour de son métier dans un environnement différent. Effectivement, maintenant, on a aussi la chance de voir se populariser un peu plus les nouveaux formats de travail. Je pense au management de transition, je pense aussi aux contrats à temps partagé qui permettent de la flexibilité, donc qui permettent aussi de créer un nouveau portefeuille d'activités, de se créer un autre impact dans des entreprises diverses et variées. Est-ce que tu observes aussi dans ces reconversions, entre guillemets, des managers qui décident finalement d'aller sur des fonctions opérationnelles, donc qui décident de raccrocher le pilotage managérial et choisissent plutôt de retourner à leurs premiers amours et d'aller sur des fonctions plus opérationnelles. Euh, oui, bien sûr, ça arrive et c'est souvent lié à un équilibrage assez général de son rythme de vie, euh, avec une dimension personnelle plus forte. Euh, et c'est un choix hein, que font des managers. Et j'ai en tête, alors, je suis pas sûr que ce soit le choix le plus connu ou le plus fréquent, mais j'ai en tête autour de moi quelques managers de haut niveau, dirigeants, responsables de business units qui ont changé d'entreprise et ont fait le choix de retourner sur des positions d'expertise ou des positions opérationnelles pour regagner en qualité de vie et retourner parfois à leurs premières amours. Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans beaucoup d'entreprises, on accepte un peu des promotions de manager ou des postes à responsabilité parce que c'est des postes qui se présentent. Mais parfois, en les acceptant, on se coupe de son métier original, qui était le métier qui amenait de l'intérêt. Je vois ça par exemple notamment sur des publics d'ingénieurs. On a des jeunes ingénieurs qui sont passionnés par des dossiers très techniques et par la dimension technique de leur métier. Au bout de quelques années, ils se retrouvent à ne faire que du management. En fait, ça leur plaît plus. Et revenir sur des sujets très techniques, ça leur redonne une énergie très forte. Ce qui est positif là-dedans, c'est que moi, je trouve que notre monde du travail évolue beaucoup et moi, je défends un monde du travail où il peut y avoir des parcours atypiques, différents, où on peut pendant 5 10 ans prendre un poste de management très exposé, très compliqué, être confronté à des situations sociales un peu sensibles et puis ensuite revenir sur des fonctions opérationnelles ou se reconvertir. Ou les postes de management de transition, c'est aussi, alors, management de transition, ou tous ces postes un peu par mission, je trouve que c'est des dans le cadre d'une reconversion, c'est aussi intéressant pendant un temps. C'est-à-dire, c'est pas forcément intéressant de faire ça toute sa vie, mais pendant 2 3 ans, prendre un poste de management de transition pour s'offrir une parenthèse, s'oxygéner, voir des environnements différents et se challenger dans des environnements différents, je trouve que c'est une bonne manière de savoir un peu où on est avant potentiellement de se lancer sur autre chose. Euh, voilà, Donc toi, j'espère tu en tout verrais cas. ces nouveaux formats comme des tremplins, des transitions aussi pour voir si on s'aiguille vers finalement les bons destins professionnels. C'est une chance quand même d'avoir ce choix de pouvoir accéder à des formats alternatifs avant de se retrouver bon, bah, entre fromage et dessert. Je choisis l'entreprise A ou B et finalement, je vais retrouver certainement ce qui m'avait frustré dans la première entreprise si je suis arrivée au bout de mon, on va dire de mon chemin de manager. Parce que moi, la question qui me taraude, c'est, on a tous vécu hein, ces situations managériales où à un moment donné, bah, on n'a plus les mains dedans, ça nous manque, où on a un flot de responsabilités et on tait nos souffrances parce qu'effectivement, à ce prix-là, voilà, il ne faudrait pas non plus qu'on se plaigne. Et pour autant, c'est un rôle qui a un vrai sens pour le reste de l'organisation. Est-ce que pour toi, il faudrait envisager, on parle beaucoup de durabilité hein, dans l'entreprise, dans la société, les règles d'un management durable, à quoi ça pourrait ressembler si on se fixait un peu le cadre d'un management durable? Est-ce que c'est quelque chose qui va se renouveler, sur lequel il faut changer d'empreinte managériale régulièrement? Est-ce que c'est un management où la composante essentielle, c'est une parfaite synchronisation entre les attendus de l'entreprise, souvent la direction, et les attendus des collaborateurs? Est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est des parcours d'apprentissage? Quels seraient les ingrédients d'un management durable? Euh, Tout ce que tu as cité. Et le plus important pour moi, c'est quand même un alignement en termes de valeurs et de projets stratégiques. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un manager est bien dans une boîte et arrive à bien faire son job, c'est qu'il est aligné avec la stratégie de son organisation et les valeurs de son organisation. Voilà. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et je pense qu'en tant que manager, euh, quand on commence à être en désalignement avec les valeurs de son entreprise ou être en désalignement avec le projet stratégique de l'entreprise, euh, là, ça devient difficile. Et on peut l'être de temps en temps. C'est-à-dire, je pense que ne faut pas se leurrer dans notre monde, de temps en temps, en termes de valeurs, de projets stratégiques, on s'y retrouve pas complètement. On s'y retrouve je sais pas, à 70%, 80%, et c'est OK. Mais c'est important de ne pas être en désalignement trop longtemps. Voilà, donc je pense que euh, soi-même vivre de manière durable des postes de management en étant à l'aise, c'est simplement veiller à des organisations dont on partage les valeurs et les projets stratégiques de manière très simple. Et ensuite, l'autre chose que moi je tendance à dire, c'est dire que je trouve que c'est très sain de se dire que on peut, dans sa carrière, prendre différents types de postes de management et à un moment sortir du management, reprendre une fonction différente pour y retourner après, enrichir d'une autre fonction, d'une autre expérience. Voilà. Et parfois, ça fait un peu peur au cadre en conversion de dire, mais j'avais un poste en responsabilité, j'encadrais, je sais pas, 50, 100, 150 personnes, je vais perdre un poste de management, du coup, est-ce que je pourrais y revenir? Moi, mon discours, c'est dire non, non, au contraire, c'est intéressant de se dire, de se repositionner vraiment sur une fonction d'expertise ou sur un job complètement différent, ou un job plus opérationnel, quitte à revenir après, enrichi, renouvelé et plus frais sur une fonction de management. Donc, le management durable, c'est aussi, pour répondre à ta question,
Se projeter durablement dans une carrière de manager, c'est aussi s'accorder des pauses. Encadrer des gens aujourd'hui, humainement, c'est compliqué, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Et tenir une position de management non-stop pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est pas simple. Donc, de temps en temps, s'accorder des pauses. Ce que je veux dire, c'est que les pauses, ça peut être des breaks professionnels. On prend 6 mois pour faire un break entre deux jobs, mais ça peut être aussi des jobs en soi, des missions de conseil, par exemple, ou des missions temporaires, ou entre deux CDI à responsabilité, je vois ça de plus en plus, on voit des cadres qui prennent deux, trois missions de conseil ou d'expertise pour des entreprises différentes, pour souffler un peu. Et je trouve ça très, très, très sain. Alors là, effectivement, là, on a mis beaucoup l'emphase sur le pilotage très individuel, hein. Donc, chaque individu qui pilote son impact managérial, sa carrière. Euh, je vais être un peu provocante, mais si tu avais une recommandation, voire une baguette magique pour les entreprises, parce qu'elles ont aussi une responsabilité dans la manière dont elles considèrent, dont elles veillent sur leur profil expérimenté et leur manager, est-ce que tu as une recommandation concrète à leur donner? Est-ce que tu as un truc, une astuce? Parce que finalement, c'est toujours trop facile de dire, mais oui, mais il n'avait rien dit ou elle n'avait rien dit, et donc j'ai pas pu détecter qu'il y avait une souffrance. L'astuce, c'est d'être très clair sur les attentes de la part des directions des ressources humaines et des directions générales. Je pense que, et c'est surtout là-dessus que nous on travaille, c'est d'être très clair sur quelles sont les attentes qu'on a vis-à-vis de nos managers et de fixer un niveau d'attente réaliste. C'est un contrat clair avec le management. Voilà, la question, c'est quel est le contrat entre nos managers de proximité ou management supérieur et la direction d'entreprise. Le contrat, c'est être très clair sur les attentes et éviter d'avoir toutes ces injonctions avec des modèles managériaux où il faut tout faire tout le temps, à la fois innover, être dans l'écoute, être dans l'ambition, être dans plein de choses différentes. Il faut être très clair sur les attentes, il faut être réaliste et prendre en compte la réalité sociale de l'entreprise. Je pense que ça, c'est là-dessus que nous on travaille avec des DRH, avec direction générale, hein, c'est d'être clair sur les attentes. Je pense que ça, c'est le premier point important euh, parce que ça évite des incompréhensions. Le deuxième point, c'est de comprendre que, comment dire, c'est de veiller à la qualité de la conversation qu'il y a entre les managers et la direction et entre toutes les fonctions de direction ou tous les postes à responsabilité dans l'entreprise. C'est faire en sorte que la parole circule, que les gens puissent se parler, que les sujets soient posés et que la parole soit libre et ouverte entre toutes les personnes qui ont des postes à responsabilité dans une boîte et faire en sorte que les frustrations, les besoins puissent être exprimés librement. C'est complexe, nous on travaille dessus, mais ça se fait. Et je pense que aujourd'hui, un leadership sain, c'est d'abord un leadership qui permet une parole qui est saine, ouverte, respectueuse, bienveillante, mais claire. Euh, je pense que ça, c'est fondamental. Et ensuite, euh, sur les cadres seniors, euh, je pense que, je sais pas si c'est une baguette magique, mais moi, j'incite toujours les DRH avec qui j'échange à euh, proposer ou créer des parcours professionnels un peu atypiques ou originaux. Euh, et je trouve qu'il y a un certain un nombre de groupes qui peuvent permettre des formes de reconversion euh, au sein de l'entreprise. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de modèles de progression qui sont un peu pyramidaux, où tous les ans, on progresse, voilà, dans une espèce de course au statut. Et du coup, l'enjeu pour moi, c'est de sortir de cette dimension statutaire. C'est aussi un peu ce qu'attendent les jeunes. Et en réalité, c'est très compliqué. Alors, je le dis en tant que professionnel RH, parce que ça nécessite de revoir énormément de processus de rémunération, de progression professionnelle, d'évaluation, de pilotage des compétences. Et c'est un énorme travail que de sortir de cette vision qui a structuré les politiques RH. Mais le défi RH aujourd'hui, il est à cet endroit et il se joue pour les jeunes qui veulent des parcours professionnels plus individualisés et plus différents, mais il se joue aussi énormément pour des seniors qui vont avoir envie de faire des choses différentes dans leur boîte et de continuer. Vous savez, parfois, on rentre dans une boîte pour les jeunes, on a des parcours où bah, c'est 3 ans dans un job, et ensuite 3 ans dans un autre, et 3 ans dans un autre, etc., qui sont des parcours super bien faits. Et puis, passé 45 ans, il n'y a plus du tout ça. Alors qu'au contraire, à 45 ans, on pourrait justement se dire, bah, justement, on réinscrit les gens dans des programmes où ils vont aller se réinventer sur des métiers différents. Les DRH qui vont arriver à mettre ça en place dans des grands groupes, hein, les premiers qui font ça, et je pense qu'ils auront tout gagné. Ils auront tout gagné. Bon, on va les aider parce que on milite effectivement pour un nouveau design des organisations avec notamment en seconde partie de carrière
des trajectoires qui ne sont pas forcément verticales, mais aussi horizontales, où on réalloue les compétences dans les bonnes missions pour qu'il y ait un maximum d'impact, d'épanouissement de chacun et un maximum de performance. Parce que, en fait, tu nous as parlé beaucoup de bienveillance, de cadres qui laissent la place à la parole, etc. Est-ce que tu as l'impression que quand on est dans un contexte de tension économique, on peut se le permettre? Je pense que quand on est dans un contexte de tension économique, c'est pas un nice to have, c'est un must-have. Il faut se le permettre. C'est-à-dire que dans un contexte de tension économique, s'il n'y a pas de dialogue et s'il n'y a pas de parole, il y a une crise sociale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup, l'expérience en tant que dirigeant de la gestion des situations humaines complexes apprend, ça souvent de manière un peu douloureuse, mais toutes les crises sociales démarrent sur une absence de parole, de dialogue, d'écoute réelle. On a beaucoup de dirigeants qui pensent écouter les salariés, qui pensent les comprendre, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, et on intervient, alors nous, on accompagne, on intervient sur beaucoup de situations de crise sociale, parfois de manière sur des crises assez lourdes. À chaque fois, la question, c'est le manque de dialogue. Et moi, j'ai toujours, moins il y a de paroles, plus il y a de violence. Et la violence qui s'exprime, qui peut prendre des formes très différentes, elle repose sur une absence de dialogue. Donc, plus la situation économique se tend, plus justement, il y a besoin de dialogue. Mais le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire écouter tout de manière naïve, tous les desiderata de tout le monde et les prendre en compte naïvement. Non, ça veut dire s'assurer que euh, on écoute réellement les gens, qu'on les considère, qu'on comprenne leurs difficultés, qu'on leur fasse part aussi des difficultés de l'entreprise et qu'on les traite en adultes, ce que tous les gens demandent, hein, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. Mais on est aujourd'hui dans une situation sociale qui est sociale, politique, écologique, géopolitique, qui est particulièrement complexe. Moi, ce que j'observe quand même sur le terrain, c'est que depuis un an, mais là surtout depuis 2025, il y a quand même des situations socialement, on n'en parle pas, c'est à bas bruit, mais il y a quand même beaucoup de situations qui sont quand même très tendues dans les entreprises. Euh, Personne n'en parle parce qu'on a tout le temps envie de raconter des histoires positives. Donc, on va sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, on n'entend que des histoires un peu positives, mais la réalité est quand même compliquée. Et je pense que ça va pas forcément s'arranger avec ces prochaines années. Les boîtes qui vont s'en sortir ce sont des boîtes qui arriveront justement à maintenir des espaces de dialogue dans une société qui est de plus en plus clivée et où la parole saine et bienveillante et l'écoute est de plus en plus rare. Ok, ok. Bon, on va se dire qu'il y a du positif dans la crise Ouais, et bien qu'on est sûr. capable, si on l'anticipe, en tout cas, de piloter avec l'expérience des sujets délicats, parce que de toute façon, des sujets délicats, on va être amené à en vivre de plus en plus, et sur des temporalités de plus en plus court terme. Donc c'est assez frénétique, hein. On a l'impression que les mauvaises nouvelles s'accumulent et qu'on doit les piloter au quotidien, tout en conservant un espace de parole qui est complexe quand on a des injonctions de performance à délivrer au quotidien. Écoute, merci beaucoup, beaucoup Arnaud pour cet Merci à toi. éclairage. On voit qu'il n'y a pas finalement de recette magique, mais il y a un champ des possibles qui est assez énorme, à la fois pour se renouveler en tant que manager expérimenté, pour explorer d'autres contrées. Et là, on a une question d'ailleurs de Nathalie sur le fait d'aller vers les PME pour des formats plutôt de contrats à temps partagé sous forme de mission. Est-ce que c'est des choses, c'est des profils TPE et PME? Est-ce que c'est des écosystèmes que tu vois de plus en plus accueillants pour les managers qui viennent de gros écosystèmes corporate? On va dire si on fait les deux grands univers, il y a les gros écosystèmes des grandes entreprises et puis à côté, il y a les TPE, PME qui sont très chers. Est-ce que tu vois qu'il y a une appétence pour que ces deux mondes se rencontrent en En tout termes cas, du de côté, profil? oui, oui, je pense que du côté des TPE, PME, il y a cette appétence-là. Alors, pas partout, mais elle est présente. Et, euh, et moi, je connais des gens très heureux qui venaient de grands groupes, qui sont passés dans des TPE et qui sont extrêmement heureux parce que, quand même, quand on arrive dans une petite entreprise, on retrouve quand même généralement le plaisir de voir l'impact de son action. Et c'est vrai que quand on monte en responsabilité dans une grande organisation, au bout d'un moment, on fait plein de choses, mais même si on a des responsabilités, on ne voit pas toujours l'impact réel de ces actions. Alors on le voit un peu, mais c'est parfois un peu plus long.
Alors que dans une TPE, c'est immédiat. Et du coup, moi, je vois pas mal de cadres seniors qui prennent beaucoup de plaisir dans les PME et TPE parce qu'ils voient vraiment l'impact de leurs actions et ils se sentent vraiment à la manœuvre. Alors, à la manœuvre d'une structure beaucoup plus petite, mais en même temps avec le sentiment d'avoir justement beaucoup plus de marge de manœuvre. Et ça, c'est plaisant. Et voilà, après, il faut juste que humainement ça fit. Donc c'est parfois un peu, j'ai l'impression que dans ce genre de projet, quand j'en vois, c'est tout l'un, tout l'autre. Soit ça fit et les gens sont super heureux, soit ça ne le fait pas du tout. Mais quand ça le fait vraiment. Donc, et à nouveau, si il y a une adhésion sur le projet stratégique et les valeurs, je trouve que c'est vachement chouette, vachement intéressant. Et c'est une super belle manière de se renouveler professionnellement après une première partie de carrière dans un grand groupe. Et moi, j'ai une question aussi que je ne t'ai pas posée, mais qui me paraît intéressante. Si on doit garder une compétence qu'on ne doit pas perdre, si on veut rester dans des postures de manager, est-ce qu'il y a une compétence phare qu'on doit toujours garder, même si on est dans des cycles de renouvellement, même si on change même de format d'entreprise? Est-ce qu'il y a une compétence qui est un peu le Graal pour toi? Ouais, enfin, pardon, oui, il y en a plein, mais intuitivement, comme ça, si je répondais, je pense que il y a une compétence que moi j'appelle l'assertivité, c'est la capacité à dire les choses de manière claire, simple, efficace et bienveillante, euh, même quand elles sont pas agréables. Voilà. Je pense que ça, c'est pour moi le centre, la compétence socle d'un manager. Une compétence de communication, en fait. Le management, c'est de la communication. Donc la capacité à dire les choses simplement, euh, vraiment avec simplicité, à être compris, y compris à dire des choses qui sont pas forcément agréables, mais de les dire avec vraiment de la bienveillance pour faire en sorte qu'elles soient comprises et de manière claire et explicite. Euh, Ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. Ça se travaille, ça s'apprend dans la durée. C'est pas inné. Et, euh, et ça, quel que soit l'environnement professionnel, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et sur lequel capitaliser. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud. En fait, c'est plutôt une jolie histoire que de se dire que le poste de manager, quand bien même ça soit un poste à responsabilité complexe à tenir, bah, il a de l'avenir devant lui et on en aura toujours besoin. Maintenant, reste à savoir si les vocations, vont se déclencher, si on réussira à garder aussi dans nos organisations, ces profils, si on réussira à leur offrir des perspectives et pas forcément des perspectives verticales. En tout cas, c'est un enjeu majeur pour la gouvernance de nos organisations, pour leur durabilité et puis pour notre société de manière générale. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Merci Arnaud. Vous retrouverez cet épisode en replay sur Hello Master.